Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième live IMT pour l'industrie du futur, consacré ce soir aux enjeux industriels de la cybersécurité. Avec nous, plusieurs invités, comme d'habitude, pour nous livrer et nous partager leurs connaissances, leur expérience et leur expertise de ce sujet. Avec moi également, donc ce soir, pour co-animer ce live, deux étudiants, donc à savoir Emma, qui donc est élève ingénieur donc, à notre école d'IMT Nord-Europe, et Gabriel, qui est lui aussi étudiant donc en M1, donc à IMT Nord-Europe, et en stage actuellement donc, chez Capgemini. Pour nous parler donc de la cybersécurité, donc nous avons également Marc-Oliver Pal, un enseignant-chercheur d'une de nos écoles, donc IMT Atlantique, qui est aussi directeur de la chaire cybersécurité. Nous avons aussi avec nous ce soir donc Émilie Bonnefoy, qui est la CIO d'une start-up, Open Sesame. Nous aurons également donc Akima Kadri-Damani, qui est aussi donc RSSI. Elle nous expliquera ce en quoi ça consiste dans la société IAD internationale. Nous avons également Didier Appel avec nous. Et nous avons donc Frédéric Renal qui assurera donc avec Lucas la petite capsule introductive. Donc, les trois étudiants ce soir qui sont avec nous pour l'animation, eh bien, c'est Emma, qui est étudiante en première année à IMT Nord-Europe. Gabriel, qui est aussi étudiant en M1 à IMT Nord-Europe, actuellement en stage à Capgemini. Lucas, qui est lui étudiant à IMT BS, notre école de management. Et sans plus tarder, donc je laisse la parole à Emma pour nous annoncer un petit peu le programme de cette soirée. À toi, Emma. Alors, je tiens tout d'abord à remercier tout le monde d'être présent pour ce troisième live et, qui est sur la cybersécurité. Et je vais passer la main à Lucas et Frédéric pour introduire le sujet. Merci Emma, merci à tous d'être présents également ce soir. Merci Frédéric également de bien vouloir échanger sur cette capsule introductive sur le thème de la cybersécurité, un thème que tu connais d'ailleurs principalement bien, un thème qui est au cœur de tes enjeux. Je vais te laisser un petit peu décrire un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la cybersécurité, quels sont tes enjeux et qu'est-ce que tu comptes tout simplement, qu'est-ce que tu comptes faire pour cette capsule introductive et qu'est-ce que tu comptes nous dire, qu'est-ce que tu comptes dire à nos viewers tout simplement sur ce sujet. Merci Lucas. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la cybersécurité, mais je suis un banquier. Oui. Puisque même si je m'intéresse beaucoup à l'industrie, vous le savez, hein, j'œuvre toujours beaucoup pour défendre l'industrie et surtout l'industrie à la française. Mon métier de base, c'est quand même d'être banquier et beaucoup de problèmes de cybersécurité finissent inévitablement par un virement effectué par une banque et donc on est largement concerné par le sujet. Donc je suis beaucoup intervenu pour faire du prosélytisme autour de la cybersécurité et c'est un sujet qui nous occupe toujours beaucoup, même si on a déjà beaucoup fait en termes de sensibilisation. Moi, je vais juste il y a autour de la table d'abord beaucoup de dames, et ça c'est bien, hein, la cybersécurité se féminise apparemment, ou la cyber, tout ce qui touche au domaine de la cyber. Et puis, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler, donc je vais juste vous donner, essayer de vous situer un peu le contexte, et puis vous redonner quelques remarques personnelles sur ce sujet. Quelques réflexions et puis je pense que nos intervenants sont capables de préciser. Quelques chiffres sur 2021. Le premier de ces chiffres, c'est que 2 entreprises sur 3 ont été victimes d'une au moins tentative de fraude en 2021, ce qui veut dire que la cybersécurité, c'est devenu un problème massif. Il y a un certain nombre de journalistes qui parlent des nouveaux braqueurs. Hein. Aujourd'hui, finalement, quand on écoute les cybercriminels qui se laissent assez volontiers interviewer d'ailleurs, hein, on n'est pas du tout dans un banditisme à l'ancienne, eh bien ils disent finalement c'est d'abord un sujet technique, il y a assez peu de chances d'être découvert et les sanctions finalement sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre, donc ça rapporte, c'est pas très risqué. Et comme c'est une composante qui est essentiellement technique,
eh ben, finalement, c'est une criminalité assez pratique, assez sécure et qui peut se déplacer d'un pays à un autre assez facilement en plus. Donc, c'est un phénomène généralisé. Une entreprise sur quatre, 25% des entreprises françaises en 2021 ont subi une fraude avérée. Elles ont subi une fraude, c'est énorme, hein, c'est 25% des entreprises, qu'on n'est pas du tout dans un phénomène marginal. Et moi, je suis persuadé que dans les années qui viennent, 100% des entreprises françaises auront été concernées par le sujet. La fraude, ce n'est pas simplement des petites fraudes, hein, puisque près de 15% des fraudes qui se produisent en France font plus de 100 000 euros. C'est ce qui nous met, nous, les banques, en responsabilité, parce qu'on est quand même sur des montants qui peuvent être importants, sans parler des top montants on sait qu'il y a quelques fraudes qui ont dépassé les 10 millions d'euros, hein, avec des impacts très importants pour la vie d'une entreprise. Et puis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que pendant le Covid, avec le déploiement et le développement du télétravail, eh bien, les entreprises ont constaté une recrudescence de la fraude. C'est vrai qu'à partir du moment où on augmente le nombre d'accès, eh bien, on favorise le travail du cyberattaquant. Alors, on a bien, dans la cyber, on a bien deux grands sujets. Il y a les sujets qu'on qualifie d'ingénierie sociale ou de cybercriminalité sociale, c'est tout ce qui est fraude au président. Alors ça, c'est le sujet principal du monde bancaire, puisque le faux fournisseur, la fraude au président, c'est 50% a priori à peu près des fraudes. Et ça marche toujours aussi bien. Et même c'est un sujet qui est assez galvaudé, hein. Il y a même eu un film qui a été fait, plutôt bien fait d'ailleurs, sur le premier, celui qui a inventé la fraude au président, qui l'a fait à partir d'Israël, et qui est un Français. On a cet avantage d'avoir inventé la fraude au président. Eh bien, ça représente encore 50% et c'est une fraude qui continue à se déployer, à se développer. Le deuxième grand axe de la cyber, c'est vraiment l'intrusion dans les systèmes d'information. Ça, c'est à peu près un tiers des fraudes, où là, on a évidemment toutes les nouvelles armes, hein, même si moi, je vis à Marseille, on parle beaucoup de Kalachnikov dans les cités. Là, on parle plutôt de ransomware, de cheval de Troie, etc. Alors ça, c'est aussi la grande mode. Ça touche les entreprises, ça touche les particuliers, ça touche à peu près tous ceux qui sont susceptibles d'être concernés par le problème. On rentre dans un système d'information, on le bloque et évidemment, ensuite, on demande une rançon. Alors, moi, par rapport à ça, j'ai quelques réactions ou quelques commentaires à faire. La première des choses, c'est j'ai le sentiment qu'on est dans un schéma qui ressemble beaucoup à celui du dopage. C'est-à-dire que plus les trafiquants, plus les attaquants, plus les cyber-malfaiteurs sont malins, plus ça nécessite des réponses adaptées, plus les réponses sont adaptées, plus ils deviennent malins. On est dans une espèce de course sans fin où plus on apporte de réponses, plus le malfaiteur devient intelligent. C'est un peu le principe du dopage. Et on voit aujourd'hui des vrais réseaux extrêmement professionnels avec des hackers de très haut niveau technique. Et on se demande jusqu'où on pourra aller dans cette espèce d'escalade vers une professionnalisation de ce type de méfaits. La deuxième chose, c'est le sujet des assurances. Sur les premiers, quand la cybercriminalité s'est développée, on s'est dit qu'on allait pouvoir assurer ce phénomène. Et donc, on a vu arriver un certain nombre d'assureurs qui ont dit « on va vous couvrir du risque de la cyber ». Aujourd'hui, on voit bien que ce système il est en train de s'épuiser parce que le risque cyber est devenu tellement important que ce n'est plus finalement un risque. Il y a une telle probabilité, la probabilité est tellement forte que ça survienne qu'on voit les assureurs qui sont en train de se retirer du marché et que ce risque ne peut plus ou ne sera de moins en moins assurable. La troisième réflexion que j'ai, c'est le problème de la honte ou du méfait honteux. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est que beaucoup d'entreprises qui subissent ce type d'attaque ne portent pas plainte. Énormément d'entreprises ne portent pas plainte. Il y a une forme de honte. Finalement, on a laissé un intrus pénétrer son système, on n'a pas été assez vigilant, on a fait une bêtise, on a appuyé sur un bouton pour ouvrir un mail qu'il ne fallait pas ouvrir. Bref, il y a une forme de honte qui fait qu'on ne porte pas plainte. Beaucoup d'entreprises gardent ces cyberattaques chez elles et donc ça empêche les forces de police ou en tout cas les forces de sécurité d'avoir les bons éléments pour pouvoir traquer ce type de réseau. On manque d'informations parce que les entreprises
ne déclarent pas systématiquement ce type de méfait. Et puis, la dernière réflexion que j'ai, c'est la problématique de la connectique. On a beaucoup parlé dans les web cafés, on a beaucoup parlé des systèmes connectés. On met aujourd'hui de la connexion à peu près partout, y compris chez nous, les particuliers. Moi, je me souviens d'une intervention de Somfy qui disait qu'on pourrait quasiment piloter tout à distance dans une maison, le chauffage, les volets, absolument tout, les entrées, les sorties. Le problème, c'est que plus on se connecte, plus on connecte des outils, des objets, des machines, et plus le risque d'intrusion devient important, avec probablement dans les entreprises des cyberattaquants qui vont venir perturber le fonctionnement de l'entreprise simplement parce qu'ils vont rentrer par l'intermédiaire de ces objets connectés, avec une nouvelle forme, évidemment, de blocage. Là, cette fois-ci, je ne bloque plus l'outil informatique ou le système d'information de l'entreprise, mais je viens bloquer son fonctionnement, ses machines, son atelier. Je viens perturber son fonctionnement lui-même et demander, évidemment, une rançon et tout ce qui va avec. Donc, dans la connectique ou dans tous ces objets connectés, on se crée naturellement des portes ouvertes pour des cyberattaques. Et là, il va falloir être extrêmement vigilant. Plus on sera connecté, plus le risque d'intrusion sera grand. Voilà, c'est les réflexions que j'ai ou que m'inspire le sujet que vous voulez aborder aujourd'hui. Sujet extrêmement vaste, hein, comme tu l'as dit, qui touche grâce au monde de la finance, notamment dans le monde bancaire, c'est quand même très, très important et c'est un des enjeux majeurs. C'est un enjeu majeur également dans nos écoles. Il y a de plus en plus de formations également, même dans les entreprises. Il y a évidemment de plus en plus d'investissements qui sont faits sur ce thème de la cybersécurité et pour essayer de contrer ces nombreuses attaques qui sont faites. J'ai quelques statistiques à essayer de te faire deviner, quelques données qui sont intéressantes. Il y a notamment un chiffre assez connu qui tourne pas mal de Cyber Security Ventures sur le coût mondial annuel de la cybersécurité. Est-ce que tu connais l'estimation à peu près? Oh oui, c'est un chiffre qui a beaucoup tourné parce qu'il est très spectaculaire. Alors, il est absolument, c'est les fameux 1000 milliards. Bon, alors c'est un chiffre qui est caricatural parce que 1000 milliards, ça ne veut presque plus rien dire. Personne ne peut démontrer que ce chiffre d'ailleurs est réel. C'est une estimation, mais la vertu de ce chiffre, c'est quand même de démontrer que c'est un phénomène qui est d'abord mondial. Qui ne consomme pas plus et que c'est un phénomène qui a pris des proportions qui sont très, très importantes. Un certain nombre d'analystes disent que probablement, pour les années qui viennent, la première source de revenus, de revenus illicites, illégaux, seront les revenus de la cyber. Donc, on est dans un phénomène massif et malheureusement, je pense qu'on n'est qu'au début. Ça va probablement s'amplifier et donc ces 1000 milliards sont un chiffre qui est assez marquant. Et d'ailleurs, cette amplification, elle va nécessiter de nombreux investissements encore pour les entreprises. Elle va nécessiter évidemment de plus en plus de moyens mis en œuvre pour les entreprises de n'importe quelle taille, PME, grands groupes, pour pouvoir justement contrer ces attaques. Et 1000 milliards, chiffre évidemment colossal. Et tu l'as bien souligné d'ailleurs, ce côté omniprésent, ce côté mondialisé de la cyber qui est absolument, absolument énorme. Au niveau de l'investissement des entreprises, on a deux chiffres intéressants. Alors, on a l'investissement des entreprises en 2021 et celui, en tout cas, qui est prévu pour 2022. Et est-ce que tu as une estimation à peu près sur ces entreprises qui ont investi donc l'année dernière et qui vont investir cette année? Non, je n'ai pas d'idée, mais ce qui est sûr, c'est qu'énormément d'entreprises aujourd'hui se sont sensibilisées au problème. On a eu beaucoup de difficultés après les années 2015, quand ce risque est apparu. Et moi, je me souviens d'avoir fait beaucoup de réunions de sensibilisation où les entreprises, et finalement, ça n'arrive qu'aux autres. C'est un peu le cas classique. Aujourd'hui, je pense que un tiers, deux tiers, la moitié des entreprises, en tout cas beaucoup d'entreprises sont sensibilisées sur le sujet et les investissements commencent à devenir assez lourds. C'est-à-dire que non seulement elles sont sensibilisées, mais elles doivent investir et des sommes qui deviennent considérables, ce qui veut dire que c'est un vrai budget. Se protéger d'une cyberattaque devient un budget et pour le coup, ça crée une rupture entre les entreprises qui ont les moyens, celles en général qui sont un peu plus grosses, et les plus petites qui resteront un peu plus fragiles ou un peu plus exposées parce qu'elles ont moins de moyens engagés dans la lutte contre la cyber. Effectivement, juste pour apporter des précisions voilà, sur ces données, on est à quasiment une entreprise sur deux qui a investi dans la cybersécurité en 2021, donc 40% des entreprises, et 55% des entreprises qui vont renforcer leur protection pour 2022, donc cette année, donc avec une hausse encore une fois de cet investissement. Donc plus d'une entreprise sur deux qui souhaite renforcer ces pratiques en termes de sécurité, donc sécurité interne, sécurité externe,
à ce niveau-là. C'est devenu un Également, vrai marché. oui, Hein. bien sûr. C'est devenu un vrai marché. Et pour le coup, je dirais que c'est devenu un marché qui est en train de devenir un marché industriel. Hein. C'est-à-dire que c'est devenu c'est plus un gadget. Hein. On n'est plus dans des phénomènes localisés avec quelques spécialistes qui allaient aider les plus grandes entreprises à protéger leurs données. On est vraiment dans quelque chose où on a de plus en plus maintenant de gens qui développent des activités, qui développent des outils, qui développent des procédés ou qui développent de l'expertise sur ces sujets-là. C'est un marché à part entière et c'est un marché qui, à mon avis, va rapporter pas mal d'argent. En tout cas, il y a beaucoup de chiffre d'affaires sur ce marché pour les années à venir. Bien sûr, il y a des experts internes recrutés par l'entreprise, mais également externes. Il peut y avoir par exemple du consulting en cyber, enfin, de tout pour aider en tout cas les entreprises à comprendre le phénomène. Déjà, comme tu l'as dit, c'est un phénomène qui est vaste, mais c'est un phénomène qui est assez complexe à comprendre. Il y a de nombreuses attaques, de nombreux types d'attaques, et à comprendre et à lutter donc, contre ce phénomène. Également, juste pour faire écho à notre dernier live qui était sur le télétravail notamment et les nouvelles pratiques dans les RH. Les employeurs sont inquiets quant au télétravail via la cybersécurité. C'est normal, c'est un nouveau mode de travail. On n'est pas encore totalement habitué. La crise du Covid-19 a propulsé le télétravail au rang presque de normalité, mais de nombreux employeurs sont inquiets. Est-ce que tu as une approximation d'un nombre d'employeurs qui seraient inquiets sur le télétravail et la cybersécurité? En tout cas, s'ils sont comme dans les banques, je ne sais pas, au moins un sur deux. Enfin, j'imagine que c'est au moins parce que je vois nous une des limites principales dans les banques du télétravail, c'est vraiment le problème de la connexion, hein, de l'accès à nos systèmes d'information. Donc ça, c'est une vraie préoccupation des employeurs aujourd'hui, clairement. Oui, et c'est même bien plus qu'un sur deux, c'est 82% des employeurs. Donc, voilà, on est sur une préoccupation qui est devenue majeure pour les employeurs, qui fait partie de leur top préoccupation et tout simplement qui est devenue nécessaire pour les entreprises, comme tu l'as si bien dit. Et voilà, quelques statistiques intéressantes. On a d'autres, hein, on a, comme tu l'as dit, une entreprise sur deux, à peu près, une entreprise française, pardon, sur deux attaquée en 2021. On a des augmentations de plus de 255% par ransomware. Donc, voilà, on a des nouveaux moyens d'attaque qui sont créés et qui sont développés par les pirates, tout simplement, pour essayer de soutirer des revenus, des informations, tout type d'informations localisées sur le cyber. C'est en cela où je disais qu'on est dans un schéma qui est très proche de celui du dopage, c'est-à-dire qu'on crée des nouveaux usages, on crée des nouveaux outils. Le télétravail est un nouvel usage, et ces nouveaux usages, parce qu'ils emportent, ils développent tout un ensemble de systèmes autour de la connexion, etc., créent finalement des terrains de jeu nouveaux pour la cyberattaque. Et ce qui est à craindre, c'est qu'effectivement, le développement d'un certain nombre d'usages, le paiement à distance, le télétravail, beaucoup de ces usages, finalement, sont des terrains de jeu nouveaux pour les cyberattaquants. Et c'est cette espèce de dichotomie entre le modernisme et la capacité à développer des nouveaux outils, y compris des nouveaux outils de travail, et le risque que présentent ces nouveaux outils. Donc, on crée des choses nouvelles, extrêmement utiles. Le télétravail, c'est même plus qu'utile, parce que c'est demandé aujourd'hui par beaucoup d'employés, beaucoup de salariés. Et en même temps, on crée des portes ouvertes et donc, il faut protéger cette espèce de course en avant où on se demande à un moment donné qui l'emportera et s'il y aura même un vainqueur. Absolument. Absolument. Juste avant de lancer, du coup, Emma et Gabriel sur les interviews avec nos participants, je vais juste rappeler un petit peu les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez suivre pour les live IMT pour le futur. Donc, LinkedIn, bien sûr, Facebook, Instagram, avec des activités mises en place, les replays également disponibles sur YouTube. Donc, tout est disponible pour nos participants, donc voilà, sur nos différents réseaux sociaux. Et merci Frédéric, bien sûr, pour ce billet introductif sur la cybersécurité. Je pense que ça a posé plutôt bien, en tout cas, les cadres donc, dans ton domaine, mais également dans un domaine global de la cybersécurité et surtout les enjeux majeurs que représentent ces menaces, en tout cas pour les entreprises. Je vais laisser tranquillement Emma et Gabriel poursuivre sur les interviews. Merci beaucoup Frédéric et puis merci à toi Lucas pour cette première sur les lives, pour cette superbe introduction. Bienvenue donc à tous, bienvenue à nos viewers aussi. Comme l'a dit Martine, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc là, on va passer sur un moment d'échange avec nos intervenants. Et puis à la fin, il y aura un moment où on répondra à vos questions. Donc voilà, même si vous les posez maintenant, elles seront enregistrées, on les posera à la suite. Et puis on va, sans attendre, donc commencer avec Emma et Marc-Olivier. Je vous en prie. Donc, je me tourne dans un premier temps vers Marc-Olivier Pal. Vous êtes enseignant-chercheur à IMT Atlantique
Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et présenter ce que vous faites à IMT Atlantique? Oui, bien sûr. Donc, je suis Marc-Olivier Gopal, je suis le titulaire de la chaire cybersécurité des infrastructures critiques. C'est la plus grande chaire sur la cybersécurité, au moins au sein de la groupe, mais peut-être aussi en France. Donc, nous avons 9 PhD, nous avons 4 postdocs, nous avons un ingénieur et plus que 10 professeurs qui sont impliqués dans la chaire. Une chaire industrielle, c'est une construction où les entreprises portent des PhD et nous faisons l'encadrement avec les PhD chez nous. Donc, c'est une chaire IMT, Institut Mines Télécom, qui est hébergée à IMT Atlantique. Moi, je suis basé à Rennes et j'ai aussi des doctorants qui sont à Télécom Paris et Télécom Sud Paris. Et comme partenaire industriel, pour le moment, nous avons Airbus, BNP Paribas, EDF et la SNCF et la région Bretagne. Et ça, c'est bien parce que ça montre les différentes directions de la cybersécurité qui nous permettent de faire des recherches appliquées très intéressantes et qui permettent d'aller un peu plus loin de l'opérationnel avec ces entreprises. Et peut-être pour terminer, donc nous avons 4 axes de recherche qui sont sécurité par conception pour les aspects statiques des systèmes, donc améliorer la protection le plus que possible. Après, nous avons détection pour les aspects dynamiques. Donc, si on a détecté quelque chose, on a mitigation. Et une axe qui est un peu spécial chez nous, mais hyper important, c'est l'humain dans la boucle, parce que la cybersécurité, c'est rien qui s'autopilote. Donc, c'est rien qu'on peut 100% automatiser parce que pour les buts, il faut toujours des humains qui le pilotent. Et c'est pourquoi on travaille aussi beaucoup avec les interfaces. Et dans la chaire, on fait de la recherche, c'est le principal normalement. Et en plus, on fait aussi la formation aussi avec une speaker series, Talk Cyber CNIFA, et des écoles d'été, des MOOC, etc. D'accord, merci. Au cours de l'introduction, Frédéric et Lucas, ils ont parlé des entreprises qui sont menacées en termes de cyberattaque. Est-ce que vous pouvez préciser quelles sont ces menaces en cyberattaque auxquelles les entreprises sont exposées? Donc là, il est vrai que Frédéric il a déjà expliqué beaucoup des choses, donc je ne dois pas ajouter beaucoup, mais je vais quand même le faire un peu. Donc, il y a vraiment beaucoup des attaques, et la raison est exactement celui que Frédéric a dit, que les entreprises et tous les services autour de nous, ils sont de plus en plus connectés, ils sont connectés à l'Internet, et c'est pourquoi on peut attaquer de la distance. Et ça augmente le nombre brut de ceux qui peuvent attaquer, parce que chacun qui est dans l'Internet peut m'attaquer si je suis connecté à l'Internet. Donc, les attaques les plus prominentes pour moi, les plus importantes pour moi pour le moment, Frédéric l'a aussi déjà dit, ce sont les ransomware attacks. Donc, ça veut dire je fais une attaque, je mets un logiciel dans l'entreprise, après je fais une crypto avec les données qui sont dedans, après je montre, OK, il faut payer n'importe quoi, 30 bitcoins, peut-être moins 2 bitcoins, quelque chose comme ça, pour déchiffrer les données. Et en même temps, je fais typiquement aussi une copie des données. Et après, si mon service est plus opérationnel parce que je ne peux pas accéder à mes données, et ça peut être grave parce que je vais perdre de l'argent et peut-être je vais aussi perdre des vies, comme on a vu dernière année avec les hôpitaux qui étaient attaqués par les ransomware attacks. Et après, je peux payer, peut-être je vais avoir la clé après. Et après, il y a encore le risque que, comme les données étaient copiées, qu'ils peuvent être publiées. Et ça, c'est naturellement quelque chose que je ne veux pas pour beaucoup des raisons. Un problème aujourd'hui est-ce que le risque, Frédéric l'a aussi déjà dit, donc si je suis une entreprise qui est petite, et je pense peut-être qu'il n'y a pas de risque pour moi parce que personne ne s'intéresse à mes données et à mes systèmes, il y a quand même des attaques automatisées, il y a beaucoup des attaques automatisées, et comme ça, il y a un grand risque que quand même j'attrape quelque chose. Et si je n'ai pas un grand budget sur la cybersécurité dans mon entreprise et j'ai l'infrastructure in-house, donc je n'ai pas fait le outsourcing à quelqu'un qui a la protection pour moi, j'ai un grand risque. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un de mes salariés ouvre un email, clique sur un phishing, et après un logiciel s'installe et c'est comment il se lance. Donc les humains, c'est toujours le facteur le plus faible dans l'entreprise.
Et il y a aussi des autres types d'attaques comme Distributed Denial of Service, par exemple. Donc, ça dépend un peu au service que j'offre comme entreprise et au risque que je mets, dans le sens que quelles sont les ressources que je veux protéger et quelles sont les attaques qui existent. Voilà. Et dernier point, c'est celui que Frédéric a aussi dit déjà, c'est qu'autour de moi, il y a de plus en plus de systèmes automatisés, comme dans les smart homes. Quand je suis partout dans la ville, les systèmes sont connectés et comme ça, ils peuvent aussi tous être attaqués. Et ça me retourne aux infrastructures critiques. Donc, il y a beaucoup des infrastructures critiques autour de nous. Ce sont plus ou moins tous les systèmes qui sont nécessaires pour qu'on puisse vivre. Et c'est le réseau d'eau, c'est l'électricité, etc. Et tout est connecté. Et comme ça, il y a beaucoup de vecteurs d'attaque contre ces systèmes dans les entreprises, mais aussi dans le privé. Vous nous avez donné quelques risques, comme dans la santé. Quels sont les autres risques induits et surtout les moyens d'y faire face à ces menaces? Oui, donc pour le risque, donc dans une risque analysis, qu'est-ce qu'on regarde? Quelle est la sensibilité des choses que j'ai dans mon système et quelle est la probabilité qu'elles soient attaquées? C'est un peu la matrix qu'on peut créer. Et le risque, s'il est très probable, et la chose que je veux protéger, donc la partie du système, l'accès du système, etc., elle est vitale pour le système, c'est le pire. Et dedans, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. On peut avoir un data breach, par exemple. Donc, ça peut être que les données sont exfiltrées du système, donc quelqu'un peut accéder aux données. On peut avoir un problème avec la réputation parce que les données sont sur l'Internet. On peut avoir une poursuite judiciaire si ce sont des données de santé. L'opération elle peut s'arrêter, je peux perdre de l'argent, je peux perdre le service, comme j'ai déjà parlé de l'hôpital. Pour faire ça, donc pour faire de la cybersécurité, il y a plusieurs possibilités ou plusieurs nécessités dans une entreprise. Donc, je veux bien nommer peut-être 5. Donc, la première chose, c'est la gouvernance, parce que les 5, ils montrent juste que la cybersécurité, c'est quelque chose qu'il faut regarder vraiment dans l'entièreté, du management de l'entreprise jusqu'au salarié qui travaille, qui est peut-être dans la pyramide hiérarchique de l'entreprise en bas. Parce que, comme déjà dit au début, l'humain le plus faible définit le niveau de cybersécurité de l'entreprise. C'est un peu entre guillemets, mais quand même, voilà. Donc, le premier, c'est la gouvernance, donc c'est la sensibilisation des gens dans l'entreprise. C'est le reporting, ce sont les policies qu'il faut suivre. Le deuxième, c'est le risk management, donc il faut faire les audits, il faut faire les certifications, etc. Le troisième, c'est la gestion des infrastructures, donc il faut installer les patches, donc il faut installer les updates, il faut avoir une cartographie d'un système, il faut savoir qu'est-ce qui est où, etc. Il faut traiter les risques de sécurité, donc il faut faire le monitoring, il faut faire la détection, il faut faire la gestion si j'ai une attaque. Et le dernier, c'est naturellement la protection des systèmes avec authentication, authorization, avec des pare-feux, etc. Donc, toutes les choses qui sont dedans. Et si je dois donner ou je veux donner des consignes aux entreprises, le plus important pour moi, c'est toujours, il faut être préparé. Et pour être préparé, il faut faire des backups. Il faut faire des backups parce que c'est la seule chose. Si j'ai une ransomware, par exemple, si je n'ai pas des backups pour longtemps, je suis perdu parce que ce n'est pas du tout sûr que je vais avoir accès sur mes données. Donc, c'est un peu le premier axe de recherche de la chaire en sécurité par conception. Le deuxième, c'est vraiment investir de l'argent parce que la cybersécurité, c'est quelque chose où il faut investir et je ne vois rien pour le moment. Mais le moment où quelque chose se passe, ça va être ultra coûteux ou ça va coûter même des vies. Donc, il faut investir aussi sur la formation des ouvriers. Le troisième, c'est vraiment monitorer les systèmes, donc installer des systèmes pour faire une surveillance de ce qui se passe dedans, faire du testing avec des pen tests, par exemple, donc avoir des white hat hackers qui font des attaques et font des reportings sur ça.
Et le dernier, c'est Principle of Least Reveal. Donc, il faut regarder de ne pas mettre en avant trop l'accès sur les systèmes, etc. Merci. Et est-ce que les entreprises d'aujourd'hui, elles arrivent à faire face à ces menaces? Donc moi, je dirais qu'ils sont beaucoup plus préparés qu'il y a 5 ans, mais on peut toujours être plus préparé. Frédéric l'a aussi déjà dit, qu'on peut investir même plus. Et on a aussi entendu les statistiques qu'il y a juste 1 sur 2 qui va investir. Donc pour moi, ça serait mieux si c'est 2 sur 1. Donc s'ils investissent vraiment beaucoup sur la cybersécurité parce que c'est nécessaire et vaut la peine, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi qu'il n'y a pas seulement des attaques par des script kiddies ou par des agents privés, entre guillemets, mais il y a aussi des attaques étatiques par des nations qui font des attaques. Et là, c'est un vrai problème, parce que le risk analysis, c'est toujours quelles sont les ressources de celui qui fait l'attaque. Et les attaquants étatiques, ils sont des ressources illimitées, parce qu'ils peuvent produire de l'argent, etc. Et ça veut dire c'est un jeu qui est un peu différent. Et on a vu un peu de ça avec l'attaque Stuxnet déjà en 2010, où il y avait des systèmes qui n'étaient même pas connectés à l'Internet, mais quand même, il y avait l'attaque contre les usines en Iran. Et ça, c'était impressionnant. Et c'était 2010, aujourd'hui c'est 2022, donc c'est 12 ans. Donc on peut expecter que ceux qui ont les ressources, ils sont beaucoup améliorés. Et ça doit faire un peu peur. À part de ça, comme Frédéric l'a aussi déjà dit, les entreprises qui sont plus grandes, elles sont typiquement mieux préparées parce qu'elles ont plus de ressources. Mais la France est aussi très bien préparée avec tous les acteurs, incluant la DGA, par exemple, le pôle d'excellence cyber, avec lequel nous travaillons, des événements de sécurité. Donc, il faut beaucoup de choses pour faire des entreprises conscientes sur les risques. Voilà. Et le plus grand problème pour moi, c'est toujours la complexité des systèmes. Parce que comme on ajoute plus de composants sur les systèmes, la complexité augmente. Et c'est pourquoi il faut faire quelque chose contre. Et dans la chaîne, nous faisons aussi l'automation des choses qui sont possibles. Parce qu'avec un ransomware, par exemple, il faut réagir le plus vite que possible en isolant des systèmes pour que ça ne se distribue pas. Et aussi, on mettrait les humains dans la boucle avec des interfaces VR, etc. Et voilà. Merci. Et au cours de l'introduction, Frédéric nous a décrit avec une image le dopage un peu de ces attaques. Les attaques de cyber, elles sont de plus en plus élaborées et les systèmes menacés deviennent de plus en plus vastes. Comment faire pour comprendre les menaces et les systèmes complexes associés? Et là, c'est une question très intéressante parce que c'est le problème de tous les systèmes informatiques. La complexité augmente et pour nous, les humains, nous ne sommes pas les mieux pour procéder à beaucoup des informations. On dit les quotes. Et c'est pourquoi il faut des interfaces, il faut aussi évaluer des interfaces. Et ça, c'est exactement notre 4e axe de recherche. Et dedans, nous avons regardé, OK, quelles sont les interfaces que nous, les humains, ont vers les systèmes. Donc, si je suis Elon Musk, je vous dirais que, OK, je veux bien avoir une plaque ici pour que je peux me connecter au logiciel. Mais heureusement, nous ne sommes pas encore là. Et c'est pourquoi les interfaces naturelles sont modifications de moi. Sont mes yeux très forts, et à part de ça, mes oreilles, et aussi le tactile, et aussi un peu plus des choses naturellement, comme le chaleur, etc. Et nous, on fait des interfaces VR, réalité virtuelle, avec des casques, avec le son, avec le tactile. Et moi, je dis toujours que c'est un peu comme dans le film La Matrix, parce que là, on voit des colonnes avec des chiffres, etc. Et à un moment, on comprend et on voit quelque chose. Et par exemple, aujourd'hui, avec l'IA, qui est très important aussi pour la cybersécurité, côté attaque, mais aussi côté défense, là, on ne comprend pas encore pour chaque phase d'apprentissage qu'est-ce qui s'est passé avec les paramètres dans le système, même si on comprend tous les composants, mais on ne sait pas exactement okay, qu'est-ce qu'il a appris maintenant. Et là, on essaie pour le moment, par exemple, de faire quelque chose dans le VR pour qu'on puisse mieux le comprendre.
Et ça, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, on a utilisé la réalité virtuelle plutôt pour l'enseignement, qui est aussi bas. Mais nous, on fait maintenant pour situational awareness, donc pour comprendre ce qui se passe dans le système et aussi pour le risk analysis, donc pour vraiment voir qu'est-ce qui va se passer si j'ai maintenant une attaque ransomware, parce que ça va aider d'avoir consciousness sur les possibilités-là. Merci pour toutes ces réponses. Je passe la main à Gabriel pour interviewer Émilie Bonnefoy. Merci beaucoup. Donc, on va continuer avec Émilie. Émilie, vous êtes la CEO d'une startup Open Sesame, c'est bien ça. Est-ce que vous pourriez présenter rapidement votre entreprise et expliquer comment votre travail, votre quotidien est lié à la cybersécurité? Oui, merci Gabriel. Alors chez Open Sesame, nous sommes des experts d'identity and access management. En fait, on développe une solution d'authentification forte dite passwordless, c'est-à-dire sans mot de passe. Je vais juste rappeler ce qu'est l'authentification parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. En fait, c'est le processus par lequel un système informatique s'assure que celui qui se connecte est bien celui qui prétend être. Voilà, dans les grandes lignes. Et donc, nous, on utilise aussi l'intelligence artificielle pour analyser en temps réel en fait, les connexions et apporter une réponse d'authentification adaptée à l'expérience utilisateur en fonction du niveau de sécurité exigé. Voilà, et pour ça, on se base, en fait, on remplace le couple identifiant au mot de passe parce que les mots de passe sont un vrai problème en matière de cybersécurité par de la biométrie. Voilà, et peut-être que je peux aussi redéfinir un peu ce qu'est la... Tout à fait. La biométrie, c'est ce que j'allais justement demander. Donc, c'est l'ensemble en fait, des techniques informatiques qui permettent de reconnaître de façon automatique un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques ou comportementales. Et donc, on va parler de caractéristiques uniques de l'individu. Quand on parle par exemple de biométrie comportementale, vous le savez peut-être, les téléphones sont équipés pour la plupart d'un gyroscope, et donc ça peut être considéré comme la biométrie comportementale. Voilà, et donc nous, on considère que cette authentification sans mot de passe en fait est un pas vers davantage de sécurité pour les systèmes d'information. D'accord, justement, il y a plein de questions qui me viennent. Donc, sur la biométrie, vous avez dit qu'on n'aime pas trop les mots de passe. Qu'est-ce qu'apporte la biométrie de plus face à l'authentification qui est vrai qu'on connaît classique, identifiant en mot de passe, en termes à la fois de coût, de plus de sécurité? Parce que moi aussi, j'ai l'image on capture notre empreinte digitale façon film d'espionnage et hop, on arrive à récupérer un facteur biométrique. Donc voilà, en quoi c'est un enjeu maintenant nouveau et essentiel, cette identification? Oui, en fait, la biométrie, elle apporte un niveau de sécurité supplémentaire. Et tout à l'heure, Marc-Olivier évoquait Stuxnet, qui est un très bon exemple. J'ai parlé de Flame, qui est aussi un des plus gros virus jamais découverts. Et les différentes études en fait, qui ont été faites pour étudier ce méga virus ont montré qu'il y a probablement le mode d'infection et celui du phishing, donc vol d'informations personnelles, usurpation d'identité, vol de mots de passe. Et donc, effectivement, la biométrie permet de s'affranchir de ça. Et c'est vrai que dans le système industriel, comme le disait tout à l'heure Marc-Olivier, en fait, les attaques sont de plus en plus fréquentes. La surface d'attaque est de plus en plus large. Et donc, la biométrie, en fait, va permettre à la fois de lutter contre l'intrusion de personnes non autorisées dans le système d'information. Évidemment, je parle du système d'information, mais on peut aussi parler du contrôle sur l'ensemble de la chaîne de sous-traitance. Et puis, elle va permettre de trouver un juste équilibre entre la sécurisation de l'authentification et l'expérience utilisateur pour que les usages soient respectés. Mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et pour répondre à votre question sur le coût, je dirais que ça va dépendre du cas d'usage et donc du type d'authentification. Sur les applications type solution B2B, 2C,
C'est-à-dire, exemple, je me connecte sur la plateforme Doctolib avec mon identifiant, mon mot de passe. Donc, nous, en l'occurrence, on apporte une brique avec une authentification biométrique ou alors une application B2E, c'est-à-dire des employés vont se connecter sur une application métier. Dans ces cas-là, les coûts peuvent être modérés. Ça s'est beaucoup démocratisé, notamment parce qu'on a tous un capteur de biométrie dans la poche aujourd'hui. Pour la sécurisation des accès physiques, qui peut être une problématique notamment dans le secteur industriel, pour les installations un peu sensibles, là, souvent, les coûts sont quand même plus élevés. Mais je dirais que là aussi, je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Marc-Olivier, c'est vraiment à mettre en perspective avec les coûts induits par les attaques. D'incidents de production en passant par le vol de données ou l'interruption totale d'activité, évidemment, c'est juste pas comparable. Et je vais peut-être citer un chiffre que je trouve intéressant, hein, qui avait été publié en 2021 par IBM. Qui a publié en fait un qui s'appelle Cost of Data Breach. On estime à 5,4 millions de dollars le coût moyen d'une fuite de données dans le secteur de l'industrie ou de l'énergie. Donc voilà, effectivement, il peut y avoir un coût élevé, mais c'est toujours à mettre en perspective avec ce que coûte le fait de ne pas suffisamment sécuriser les accès. Et après, je vais essayer de répondre à la troisième question. Je crois qu'il y en a eu une autre sur la fiabilité. C'est un vrai sujet. Il faut savoir que le fait d'avoir recours à la biométrie dans l'Union européenne et dans beaucoup de pays en fait est très réglementé. Normalement, l'entreprise qui a recours à de la biométrie doit fournir une solution qui doit être en mesure de prouver deux grandes choses. D'abord, la mise à disposition d'un capteur fiable ou l'utilisation d'un capteur fiable. C'est ce qu'on appelle la gestion des faux rejets ou les fausses acceptations. Et donc là, il va falloir trouver un équilibre avec le niveau de sécurité acceptable. Ce n'est pas la même chose d'acheter un bouquin sur le site de la FNAC et de se connecter à son appli bancaire pour faire une transaction. Et puis la robustesse de la solution logicielle. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la biométrie, évidemment, n'est pas fiable à 100%. Quand elle est mise en œuvre seule, elle repose sur ce qu'on appelle des algorithmes statistiques. Et donc aujourd'hui, depuis plusieurs années, ce qu'on utilise très souvent, c'est la combinaison de plusieurs biométries entre elles. C'est ce qu'on appelle la biométrie multimodale. C'est ce que je vous désignais en fait en introduction, c'est-à-dire qu'on va combiner plusieurs facteurs d'authentification biométrique, reconnaissance faciale, iris, empreinte digitale. On va combiner tout ça et quelque part renforcer la fiabilité de ce qui est des données qui sont. C'est beaucoup plus clair, oui. Puis est-ce que ça peut aussi se combiner avec le mot de passe identifiant ou c'est soit l'un soit l'autre? Oui, généralement. C'est l'authentification forte multifacteur. Ouais. Maintenant, alors nous, pour le coup, chez OpenSesame, on a une approche assez radicale. On considère que les mots de passe, c'est vraiment complètement obsolète. Adapté, obsolète. Et y compris dans le reset et parce qu'il y a un vrai sujet autour, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais autour de l'enrôlement. Et donc, nous, on travaille sur des sujets assez intéressants avec INRIA, notamment sur la reconnaissance vocale. Voilà, il y a des vrais sujets sur ça. Ok, super. Et vous avez parlé de l'expérience utilisateur. C'est vrai que l'utilisateur, ça va être généralement la première source d'attaque. Là, les mots de passe identifiants, c'est pour qu'il va les utiliser, c'est lui qui a très bien à l'utiliser, comme les systèmes biométriques. À quel point est-ce que c'est important d'expliquer à l'utilisateur de lui donner les moyens d'avoir une expérience sécurisée? Alors, effectivement, la dimension culturelle, comme tout sujet sur la transformation numérique et digitale, elle est fondamentale, d'autant que sur la biométrie, je dirais qu'il y a beaucoup de représentations de fantasmagorie, si je puis dire. Et donc, c'est très important, effectivement, d'expliquer aux utilisateurs que ça peut leur permettre
de mieux travailler, de sécuriser. En fait, finalement, l'authentification, c'est vraiment la porte d'entrée qui va permettre d'accéder soit à mes données personnelles, soit au système d'information d'une entreprise, soit dans le cadre d'un système industriel. Hein. En général, on a 3 couches. On a les ordinateurs, les automates et ensuite vraiment la chaîne de production, les machines. Et donc, c'est aussi expliquer, par exemple, aux ouvriers, aux salariés, que ça peut leur permettre de travailler dans de meilleures conditions. Ça peut permettre, par exemple, d'éviter certains accidents quand on limite l'accès aux machines. Et d'ailleurs, je n'ai pas parlé de la CNIL, qui est un organisme qui surveille de très près justement l'usage de la biométrie et qui la réserve en fait d'un point de vue légal vraiment à des secteurs bien particuliers. Et par exemple, l'utilisation des machines dangereuses, c'est un vrai cas d'usage pour la biométrie. Et donc, c'est important de raccrocher ça en fait à la vie concrète des utilisateurs. Et c'est très important aussi que les entreprises qui développent des solutions, des logiciels aient conscience de ça et intègrent ça aussi dans la définition des solutions. Enfin, il y a vraiment un gros travail de pédagogie effectivement à faire. Pourquoi ? Parce que sinon, en fait, on contourne les règles de sécurité, et ça, c'est valable sur l'authentification, mais pour plein d'autres choses. Et donc, cette transformation culturelle, elle est vraiment indispensable et elle nécessite effectivement d'accompagner les utilisateurs au quotidien. D'accord. C'est un sujet passionnant, la biométrie. Ouais. Il y a plein de questions qui viennent. Déjà, sur le nombre de facteurs biométriques, j'avais appris que parfois les lobes d'oreille étaient différents. C'est vrai que c'est bon, j'avais plein d'autres questions à poser, mais et j'en ai une au-dessus sur cette fois-ci votre expérience en tant que start-up. C'est intéressant dans la cybersécurité. Est-ce que c'est difficile de se lancer aujourd'hui? Comment se passe avec la concurrence? Est-ce il faut une idée novatrice? Voilà, en plus étudiant, donc j'ai pas le recul encore professionnel, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un écosystème ultra favorable pour entreprendre dans le secteur numérique et a fortiori dans le secteur de la cybersécurité. Donc nous, OpenSesame est incubé au campus cyber qui héberge un startup studio qui est le premier startup studio dédié à la cybersécurité. Aujourd'hui, il y a à peu près, alors je vais citer le radar Wavestone qui est intéressant, qui publie chaque année qui répertorie en fait les startups de la cybersécurité. Je crois que cette année, il y en a à peu près 160 qui ont été répertoriés. Il y a à peu près une vingtaine de scale-up. Un scale-up, c'est une entreprise qui commence vraiment à se développer, qui a des clients, qui embauche des salariés. Une licorne, je crois. Alors, le terme est un peu galvaudé, mais en tout cas, une entreprise qui vraiment a trouvé son marché, qui se développe internationalement. Et dans le FT 120, qui est l'écosystème de la French Tech, je crois qu'il y en a 3-4 à peu près. Donc, c'est sûr qu'il y a une volonté gouvernementale, avec notamment le campus cyber, qui est ce lieu totem qui regroupe les différents acteurs de la cybersécurité, et puis un plan d'investissement qui est assez important, hein, qui est d'1 milliard d'euros, qui est notamment l'idée par la Banque d'investissement de l'État, la BPI. Bon, c'est vrai qu'il y a vraiment un élan et des conditions qui permettent aujourd'hui aux entrepreneurs d'être bien accompagnés. Voilà. Alors après, en termes d'innovation, toutes les branches de la cyber ne se valent pas. Il y a beaucoup de startups dans le domaine de la sécurisation des données, de la GRC, de la détection et de la réponse. Okay. Dans le domaine de l'authentification, on n'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet un peu parfois, enfin voilà, qui est quand même un peu complexe. Mais voilà, si vous voulez y aller, allez-y, foncez, parce que il y a un vrai besoin sur ce sujet majeur qui est de trouver un juste équilibre entre la sécurité et l'expérience utilisateur, et en particulier l'adoption de ce qu'on appelle les usages de la bonne hygiène cyber, qui aujourd'hui est quand même un sujet fondamental. Voilà. Donc je dirais qu'il y a un écosystème ultra favorable.
Okay. C'est rassurant. Enfin, en tout cas, ça donne envie. Je passerai au campus cyber. Et merci beaucoup pour votre partage. Puis on va continuer avec Emma et Akima. Akima, vous êtes responsable de la sécurité des systèmes d'information chez IAD International. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et présenter votre métier? Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Akima Kadri Damani. Je suis RSSI, ce qu'on appelle RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez des groupes. J'ai exercé dans la cybersécurité, j'ai plus de 10 ans dans la cybersécurité. Par contre, je ne suis pas issue d'une formation en cybersécurité. Je suis ingénieure informatique et j'ai un doctorat en intelligence artificielle. Et j'ai fait la plupart de mes années dans la cyber chez SFR ou Altis. IAD aujourd'hui est une licorne de l'immobilier. Hein. Émilie vient d'expliquer ce que c'est qu'une licorne. Merci Émilie, tu m'épargnes ça. Elle a été lancée en 2008 avec un concept innovant qui est basé sur le marketing de réseau. Aujourd'hui, c'est le premier vendeur d'immobilier en France. Elle est aussi au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne et aussi au Mexique. Et le groupe IAD est constitué d'une filiale qui s'appelle Digital, la filiale Digital, où des équipes s'occupent de développer justement des outils de travail pour les 15 000 conseillers immobiliers et pour les collaborateurs internes d'IAD Group. Et cette dernière année, IAD a pris conscience de l'importance de ces biens et de leur protection et de la croissance de la menace cyber. Elle a mis en place, elle a lancé un programme de protection de ces biens informatiques, bien sûr. Et dans ce programme, il y a le recrutement d'un responsable d'un RSSI et puis la mise en place d'un centre opérationnel de sécurité. Et puis, c'est comme ça que je suis, depuis quelques mois, je fais partie de ce programme. D'accord, merci. Quelle est la responsabilité du RSSI, s'il vous plaît? Alors, un RSSI ou responsable de la sécurité des systèmes d'information, il a comme mission de développer et de définir déjà et de développer la politique cybersécurité de l'entreprise. Il est garant aussi de sa mise en place, de son application par les autres entités et donc il suit cette mise en place avec des contrôles et autres. Donc, et on peut dire aussi qu'il est garant des données, de la protection des données de l'entreprise, de l'intégralité, la confidentialité, la traçabilité, et j'oublie toujours le quatrième, excusez-moi, il y en a 4. Et aussi de la continuité d'activité de l'entreprise. Donc, c'est quelque part lui qui met en place l'ensemble de mesures où il définit le niveau de sécurité de l'entreprise et il propose en fait, ou il recommande les mesures nécessaires pour justement atteindre le niveau de sécurité qui est en rapport avec la criticité du métier de l'entreprise. Vous venez de montrer que c'est essentiel, un RSSI en décrivant le métier. Est-ce que un ou une RSSI c'est abordable pour une PME? Sinon, quelles sont les autres alternatives à ce poste? J'ai envie de dire que oui. Donc, une personne experte en cybersécurité qui prend la responsabilité ou qui est là pour garantir la protection de l'entreprise dans son activité, dans ses biens de façon générale et son activité, pour moi, est nécessaire. Après, ça dépend beaucoup aujourd'hui du métier de l'entreprise. Donc, une entreprise qui traite des données de santé, par exemple, là, elle a besoin de plus de niveaux de sécurité plus renforcés qu'une entreprise qui va traiter des chaises, par exemple. C'est différent.
Traditionnellement, dans les PME et les petites entreprises, on n'a pas de RSSI, mais on a une personne, c'est le DSI ou l'expert informatique qui va prendre cette responsabilité de la protection ou de la cybersécurité. Aujourd'hui, avec la croissance de la menace et la conscience prise par ces PME, quand ces PME n'ont pas le moyen de recruter un RSSI, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire appel à ce qu'on appelle un RSSI externe. Un RSSI externe est un indépendant ou un salarié d'une ESN, par exemple, qui va faire fonction de RSSI pour ses clients. Donc, il peut être RSSI pour un client à temps plein, à temps partiel, ou pour plusieurs clients en même temps. Et bien sûr, il garantit la confidentialité de ce qu'il fait chez chacun de ses clients. D'accord, merci. Et est-ce que vous pouvez décrire ce que c'est le métier de RSSI externe, s'il vous plaît? C'est ce que je viens de dire, en fait. Le RSSI externe, en fait, il fait les mêmes fonctions qu'un RSSI interne. Il est aussi garant de la protection des données de l'entreprise. Il est aussi garant de la continuité de l'activité de l'entreprise, sauf qu'il n'appartient pas à l'entreprise. Il est externe à l'entreprise et il peut être chez l'entreprise à temps partiel ou à temps plein. Voilà. Et comment on devient RSSI? Quelles sont les études? Alors, si je parle de votre génération, il faut un bac+5 et plus avec un diplôme spécialisé cybersécurité. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas. Premier exemple, c'est moi. Hein, je vous ai dit, je ne viens pas du milieu de la cybersécurité. Aujourd'hui, la plupart des RSSI qui sont en place ne sont pas issus d'une formation cybersécurité, mais qui ont fait des auto-formations, qui ont fait de la reconversion. Mais je n'appellerais pas tant ça une reconversion, mais en fait, des fois, c'est des chemins qui, petit à petit, vont jusqu'à la cybersécurité. On peut parler d'un DSI, on peut parler d'un expert informatique, on peut parler aussi d'un comme moi, je fais de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je fais de la cybersécurité. Donc, aujourd'hui, la plus grande partie des RSSI ne sont pas issus de formation. Mais dans les années qui suivent, en ce qui vous concerne, il y a plusieurs façons d'arriver jusqu'à un métier de cybersécurité. Il y a les formations initiales, il y a les formations continues, il y a les certifications spécialisées aussi. Il y a plusieurs certifications qui vont permettre de monter petit à petit en niveau de compétences de la cybersécurité et d'atteindre le poste d'un RSSI. D'accord. Comment un RSSI réagit devant une cyberattaque et quelle est la fréquence, à quelle fréquence il est confronté à des cyberattaques? Alors, il y a les attaques avérées et il y a les tentatives d'attaque. Il faut savoir que les tentatives d'attaque, il y a des entreprises qui sont en permanence attaquées. Enfin, avec des tentatives d'attaque, ils sont protégés, donc les attaques n'aboutissent pas. Mais quand on voit les reportings des COS, des clients centres opérationnels de sécurité, on voit qu'ils ont des tentatives, des centaines de tentatives, des fois par semaine, des fois même par jour. Mais les attaques qui sont avérées et qui se transforment en crise sont beaucoup plus... le nombre est inférieur aux tentatives, mais comme on s'est dit tout à l'heure, c'est une entreprise sur deux se fait attaquer aujourd'hui. Donc, on y arrivera tous, hein, toutes les entreprises arriveront à être attaquées. Ça, aujourd'hui, c'est une évidence et tout le monde est sensible à ça. Lorsque ça arrive, la première chose, il faut qu'un RSSI soit préparé auparavant, au préalable. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui, quand on a une attaque cyber, souvent et très vite, elle se transforme en crise.
Quand on a un ransomware qui vient et qui chiffre toutes les données de l'entreprise et l'entreprise est complètement arrêtée parce qu'elle ne peut plus travailler, elle n'a plus ses données, il ne faut pas réfléchir qu'est-ce que je fais. La RSSI ne doit pas se poser la question qu'est-ce que je fais, il doit avoir tout de suite des réflexes parce qu'au préalable, il a préparé ce qu'on appelle la procédure de gestion de crise. Et dans la procédure de gestion de crise, il a déjà pensé à la communication. Il a pensé, parce que quand on est en crise et qu'on a par exemple des clients, il faut communiquer. Il a pensé quels sont les systèmes critiques qu'il faut tout de suite aller regarder. Il a pensé à mettre en place l'équipe de réaction, c'est-à-dire qu'il la déclenche tout de suite. Dès qu'il détecte l'attaque, il faut qu'il déclenche l'équipe de réaction. Il a pensé à qu'est-ce que j'ai comme outil de remplacement. Dans des entreprises, on revient au papier, hein, on fait les commandes, par exemple, dans l'industrie, quand on a quand le fournisseur est attaqué, il nous dit on passe au mode manuel, on passe au papier, on fait des commandes au papier pour que les clients n'arrêtent pas de travailler. Donc tout ça, en fait, et toute la gestion de la crise est préparée au préalable. Et le jour de la crise, ce n'est que des réflexes. Il faudrait que ça soit que des réflexes. Et la préparation, elle se fait pas seulement par et pour le RSSI, hein, parce que c'est pas lui qui va tout faire. Lui, il va être le chef d'orchestre et il a besoin d'un décideur. Donc, il a déjà mis en place la procédure, il l'a fait valider par les décideurs, il l'a communiqué à tous les collaborateurs de l'entreprise et aujourd'hui, il a testé, c'est-à-dire qu'il a fait un test de crise pour voir s'il a pensé à tout, si cette procédure est correcte ou s'il manque des choses. Voilà. Merci. Un RSSI doit aussi contrôler la conformité d'une entreprise. À quel point cette conformité de cyberattaque est un enjeu stratégique pour une entreprise? La conformité, on a différents types de conformité. On a la conformité à la réglementation, on a la conformité à des normes, on a la conformité à des référentiels. La conformité à la réglementation, par exemple, lorsqu'une entreprise est soumise à une loi, elle n'a plus le choix, on est d'accord. Donc, elle doit appliquer la loi. Et là, on va retrouver déjà la RGPD, hein, que la majorité de nous connaissent, qui est une loi qui va régir les données personnelles. Donc, toute entreprise, d'ailleurs, quelle que soit sa taille aujourd'hui, si elle traite des données personnelles, elle est soumise à la RGPD. Le deuxième exemple que je peux donner, c'est la LPM, la loi de programmation militaire, qui est une loi française, hein, très ancienne d'ailleurs, une des premières lois dans la cybersécurité, et qui, elle, va toucher ce qu'on appelle les OIV, ou opérateurs à importance vitale. C'est une loi qui cible la protection de l'État ou de l'ensemble. Donc, les OIV, les opérateurs à importance vitale, on va citer les secteurs, parce qu'on n'a pas le droit de citer les entreprises. Le secteur de l'électricité, le secteur de l'eau, des transports, sont tous des OIV. Et donc là, la loi, elle va vraiment exiger un renforcement très, très fort de la cybersécurité, avec des mesures très fortes, avec l'utilisation d'outils qualifiés par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est l'organisme aujourd'hui de cybersécurité de la France, avec des prestataires aussi qualifiés. Donc là, on a vraiment une sécurité très renforcée et je dirais aussi très comprise aussi. Après, on a une autre loi qui s'appelle la NIS, Network and Information Security, qui, elle, est une loi européenne qui est arrivée bien après la LPM. D'ailleurs, elle s'en inspire un peu et qui, elle, va protéger l'économie des pays. Voilà, donc là, on voit vraiment la différence, l'économie. Donc, elle va concerner ce qu'on appelle les OSE, qui sont les opérateurs de services essentiels.
Un OIV peut être un OSE, bien sûr. Et là, on va trouver aussi des mesures de sécurité qui sont imposées par cette loi-là, mais qui sont un peu moins dures qu'une loi de programmation militaire. Après, les deux vont être... on va avoir un socle commun qui est j'ai plusieurs mesures de sécurité, donc l'entreprise doit être conforme, donc doit les mettre en place. Je dois notifier les organismes concernés comme l'ANSSI lorsque je suis attaquée. Donc ça, c'est commun. Et après, on va trouver les normes, comme la PCI DSS, c'est une norme qui gère les données bancaires et toutes les transactions. Ce n'est pas une loi, donc ce n'est pas obligatoire. Par contre, les banques les poussent à ce que les entreprises qui traitent des transactions bancaires ou qui traitent des données bancaires soient conformes à cette norme. Donc voilà, toutes les entreprises ne sont pas soumises à de la conformité, mais de toute façon, selon le métier, telle ou telle entreprise peut être soumise à une loi, à une norme, ou encore on peut aussi parler de conformité à des référentiels, comme le référentiel de développement pour le codage, où on se dit, quand on va coder selon ce référentiel-là, on va minimiser les vulnérabilités et les failles de sécurité. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je vais passer la main à Gabriel pour interviewer Didier Appel. Ouais. Merci beaucoup Akima et merci Emma. Donc notre dernier intervenant, Didier Appel, donc vous êtes de Capgemini. Pareil, est-ce que vous pouvez faire donc très brièvement une petite présentation donc, de l'entreprise dans laquelle vous êtes et de votre rôle lié à la cybersécurité? Vous êtes mute, il faut démuter, on ne vous entend pas. Un grand classique des conférences. Ça arrive à tout le monde. Oui, Capgemini, donc c'est une société qu'on appelle de société de services qui accompagne des clients sur différents types d'actions, donc et notamment, dans le domaine aussi de la cybersécurité. Donc je vais illustrer avec la cybersécurité à la fois ce qu'on pourrait appeler le conseil, donc c'est les interventions en amont. Donc en cybersécurité, ça va être aider un client à voir où il en est et où est-ce qu'il faut qu'il aille. Donc des analyses de risque, comme on a parlé, des tests d'intrusion, des analyses de compliance avec des normes, voilà, donc tout ce qui est réflexion, audit et analyse de risque. Après, on a des activités de développement de logiciels, intégration de systèmes. Et dans la cybersécurité, ça s'illustre par des choix de solutions. Est-ce qu'on va prendre en IAM la solution OpenSesame? Voilà, par exemple. Est-ce que, voilà, puis surtout après, au niveau de l'architecture, comment on va l'intégrer? Comment ça va s'interfacer avec les autres systèmes? Comment, voilà, donc il y a tout ce côté réflexion d'architecture et puis aussi des gens qui vont sur les sites pour mettre en place les solutions, donc un vrai travail d'intégration. Et puis après, il y a un troisième volet qui va être le volet plus opération. Donc là, c'est comment on maintient le niveau de sécurité, donc l'analyse de vulnérabilité, et puis, comme a dit Akima, les Security Operations Center, donc les SOC, donc ce sont les centres de monitoring, donc d'analyse en direct, est-ce qu'il y a une attaque et est-ce que l'on est victime de l'attaque. Et puis, moi, dans ce groupe Capgemini, j'ai en charge pour le groupe, donc au niveau monde, tout ce qui est cybersécurité des systèmes industriels et on dit systèmes embarqués, ou on pourrait dire l'OT et l'IoT. Voilà. Tout ce qui n'est pas en fait la protection de l'informatique interne de l'entreprise, mais plutôt la protection des systèmes qu'elle opère ou des produits qu'elle fabrique. On peut le résumer comme ça. Et justement, quelle est la différence? Donc, j'ai l'impression qu'avant, on a parlé plutôt de la cyber plutôt interne à l'entreprise. Quelle est la différence avec cette cybersécurité externe? Alors, moi, je dis souvent, alors déjà, un système industriel, c'est une infrastructure. Donc, dedans, on va retrouver des PC, des serveurs, du Windows. Donc, il y a de l'IT en termes de technologie. Mais en plus, il y a des équipements industriels, donc des automates, des machines, une fraiseuse, pilotage d'une grue, enfin, un four, des choses comme ça. Et il y a des réseaux industriels qui relient ces équipements industriels. Donc, il
y a une technologie supplémentaire, mais ça reste une infrastructure. Et après, la problématique, elle vient plus de le fait que les industriels appelaient le concept de air gap. Donc, air gap, ça voulait dire mon système, il ne craint rien, mon système industriel, parce qu'il est isolé. Il n'est pas connecté à Internet. Voilà, c'est la grande phrase qui protégeait tout le monde. Bon, sauf que tout à l'heure, on a parlé de Stuxnet, qui est un peu la première grande attaque d'un système industriel en Iran. Elle a été faite par une contamination dans le réseau de l'entreprise et le malware a été transféré dans l'usine via une clé USB. Donc, effectivement, il n'y avait pas de connexion Internet, mais il y avait une clé USB qui est passée dans une poche et qui a fait. Donc, l'isolation physique, elle n'était pas là. Donc, il faut qu'on prenne en compte ça maintenant parce que les usines se connectent. Et donc, moi, souvent, je résume en fait en disant on fait du reuse de ce qui s'est fait en IT, parce que les concepts d'authentification, les concepts de segmentation réseau, les concepts de hardening, ils marchent aussi dans le monde industriel. Il faut juste qu'on les adapte au contexte d'usage. Donc, l'OT, c'est un contexte d'usage. C'est le contexte industriel dans lequel on va retrouver des enjeux de sûreté de fonctionnement. Voilà. On va retrouver des problèmes de performance. On est sur des systèmes temps réel et des contraintes opérationnelles. Un opérateur, ce n'est pas quelqu'un qui manipule un PC qui est individualisé et qui peut rebooter toutes les nuits. Donc, sur les politiques de sécurité, le RSSI industriel, on entend parler, ou le RSSC des fois, pour contrôle-commande, voilà, il doit imaginer des choses différentes. Il ne pourra pas forcément dire, voilà, le mot de passe, parce que en fait, dans une usine, des fois, ils n'utilisent pas de mot de passe. Bon, ils l'utilisent, mais ils mettent un post-it à côté pour s'en souvenir. Donc, voilà, donc, voilà, c'est plutôt essayer de prendre en compte le contexte d'usage qui est aux contraintes du monde industriel. D'accord. Justement, vous avez parlé des opérateurs, pardon. C'est vrai que ça représente un enjeu de la cybersécurité particulier. Il y a des opérateurs qui sont sur des systèmes notamment assez critiques. Est-ce que la cybersécurité elle est assez prise en compte? Est-ce qu'il y a des réglementations? Ce côté opération est assez protégé? Alors, oui. Alors là, quand on parle donc les opérateurs, c'est les compagnies qui opèrent, donc produisent de l'électricité, produisent par exemple. le traitement des eaux, pour clarifier. Aujourd'hui, donc eux, ils doivent répondre à un enjeu déjà de sûreté de fonctionnement, de protection de l'environnement, puisqu'il ne s'agit pas que quand on produit cette énergie, que l'on pollue, que l'on explose, enfin tout ça. Mais aussi un enjeu sociétal et politique, parce qu'il faut fournir. S'il n'y a plus d'eau à Paris, voilà, les eaux de Paris, ils ont une responsabilité si les trains ne se déplacent plus. Donc, il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, elles sont assez bien protégées, notamment grâce à la LPM, qui a permis de donner un coup de fouet et d'obliger les gens à faire des choses. Donc, mais il faut savoir que ces gens-là, du monde industriel, c'est des gens habitués à gérer le risque. Donc, à partir du moment où ils ont compris que la cybersécurité devenait une source de risque, une menace, ils y vont parce que c'est leur métier de tous les jours. Quand on pilote un centre de contrôle de signalisation des trains, on doit faire face à tous les événements, cyber ou pas cyber, qui vont faire en sorte que le train, il y a un risque sur le train. Donc, ils ont la mentalité. Après, c'est un problème d'investissement, c'est un problème d'assurance. Donc, on revient à l'analyse de risque qui a été évoquée tout à l'heure. Quelle est la vraisemblance d'une attaque sur mon système? Quel est l'impact? Et de là, je décide de me protéger ou pas me protéger. C'est les opérateurs. Après, les usines, c'est un peu différent. Au travers de notre 4 échelons, c'est vrai que souvent, l'analyse de risque revient comme la base de est-ce qu'il faut mettre de la cybersécurité? Souvent, on a l'inquiétude de est-ce qu'il y en a assez ou pas? C'est l'analyse de risque qui régit. Oui, parce que alors moi, c'est tard, alors on va prendre un exemple un peu plus simple, mais je prends toujours l'exemple de la maison. On habite tous des maisons et on ne fait pas tous la même sécurité. Moi, j'habite en montagne, là, à Grenoble, on en parlait tout à l'heure. Il n'y a rien à voler dans ma maison et autour, je vois des chèvres et les montagnes. Je ne vais pas mettre des portes blindées, des barbelés, installer une vidéosurveillance comme si j'habitais en ville, dans un quartier qui craint et qu'en plus, chez moi, il y a plein de choses à voler. Et il y a plein de choses. Donc, on doit faire une analyse de risque et en fonction, chaque société, chaque entreprise va décider de quoi elle se protège. Certaines sociétés ont un problème d'image à vraiment protéger parce qu'ils sont sur un marché concurrentiel. D'autres
Ils vont dire, ben non, j'ai le monopole, de toute façon. Voilà, donc on ne va pas mettre, parce que derrière, la cybersécurité, ça ne rapporte rien. C'est pas une valeur, ça empêche de perdre de l'argent. Donc c'est une assurance quelque part. Après, là où ça peut apporter et devenir un élément marketing, c'est sur les produits. Quand on vend maintenant une voiture, voilà. C'est ma prochaine question, justement, ma dernière question, puisque après le temps file, il faut qu'on enchaîne sur la question générale, mais ce côté produit, objet connecté. Oui, parce qu'un produit, donc le produit, c'est le smart meter à la maison, Linky, c'est la voiture connectée. On connecte ces objets pour faire remonter de l'information. On n'est plus dans le contrôle commande comme tout à l'heure. Là, on fait remonter de l'information pour l'exploiter et vendre du service. Donc, à partir de là, on connecte ces objets. Et donc, ces objets, il y a deux choses à prendre en compte. Soit c'est de protéger l'objet lui-même et son intégrité. Donc, empêcher dans le train que quand on fait du Wi-Fi dans le train, on accède à la commande du train et qu'on puisse arrêter le train ou l'empêcher de freiner. Voilà, ça c'est un problème d'étanchéité entre des systèmes dits IoT, divertissement dans la voiture, dans le train, et le contrôle commande de l'objet. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'il ne faut pas que cet objet qui est connecté donc à un système global soit la porte d'entrée. Donc ce n'est pas l'objet qu'on vise en tant qu'attaque, mais on se sert de cet objet qui souvent peut être dans la nature pour pénétrer dans le système et avoir des dégâts plus grands. L'exemple, un aiguillage sur un système de signalisation de train, souvent il est en pleine nature, on l'ouvre avec une porte avec une clé carrée, on a un beau PC, une belle clé USB, voilà, ce n'est pas l'aiguillage qu'on va attaquer. Par contre, on est tranquille, on est connecté sur le système et on peut peut-être prendre le contrôle de tous les aiguillages. Voilà. Donc, c'est ce côté. Et là, ce qu'il faut faire, c'est mettre de la sécurité tout au long du cycle de développement du produit. Donc là, c'est plus de l'infrastructure, c'est de l'embarqué, mais tout à l'heure, on a parlé de Secure by Design, Secure Coding et autres. D'accord. Okay. Bon, merci beaucoup Didier, et puis merci à tous les intervenants. On a pu voir un peu tous les différents aspects, je trouve, beaucoup de diversité dans ce sujet. Moi, on va lancer les questions donc, qui ont été posées par le public, mais d'abord, j'en ai une à poser donc, à vous tous. Et en plus, au niveau des intervenants, la parité a été respectée. Vous voyez venir le sens de ma question, la place des femmes dans le monde de la cybersécurité. Et je sais qu'on a deux expertes avec nous. Donc, j'aimerais bien d'abord entendre Marc-Olivier ou Didier, un homme justement sur cet avis-là. C'est pas un piège. Oui, pas un piège. Non, mais oui, effectivement. Bon, après, moi, j'ai envie de dire, vous avez vu, je suis plus très jeune, donc mais déjà, en fait, cette tendance de diversité, elle n'est pas que à la cybersécurité, elle est déjà liée les femmes dans le monde de l'ingénieur. Parce qu'en fait, dans ma promo à moi, il n'y avait pas beaucoup de filles. Voilà. Donc, voilà. Après, je pense qu'il y a un intérêt à la cybersécurité au féminin parce que tout l'aspect un peu amont d'analyse de risque, de politique de sécurité, c'est très organisationnel, il y a beaucoup de process et ça plaît. Enfin, moi, je vois que quand on recrute, les femmes sont plus intéressées par ce côté, on appelle ça GRC, gouvernance, risque, compliance, appui RSSI, on appelle ça le fameux RSSI externe, plus que d'aller configurer des firewalls, d'aller de mettre en place des infrastructures. Voilà. Et on va les retrouver plus sur les Operation Center, puisqu'on est dans le côté analyse. Voilà. C'est juste un constat. Je ne dis pas que c'est mieux, moins bien. Mais on voit qu'ils vont pas vers les mêmes choses dans la cybersécurité. Eh ben, j'espère que. Mais on verra. J'attends la réponse de tout le monde. Et Marc-Olivier aussi a envie de prendre la parole. Puis en plus, vous êtes enseignant-chercheur, donc vous avez écouté aussi sur la formation, qui peut être intéressant. Oui, donc pour moi, la réponse est aussi les femmes sont ultra importantes, pas seulement dans la cybersécurité, parce que la diversité, c'est quelque chose qui améliore les équipes, etc. Et la cybersécurité, c'est aussi quelque chose où on travaille ensemble. Plus aussi, la créativité, c'est quelque chose d'important. Et pour moi, il n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes, mais en même temps, si j'ai une diversité sur une équipe cybersécurité, ça aide de trouver les menaces, de trouver les faiblesses, etc. Et c'est pourquoi, pour moi c'est hyper important. Côté enseignement, donc moi, je suis, comme vous entendez peut-être un peu, je suis d'origine allemande, donc
là, il est même beaucoup pire qu'en France. Donc là, il y a beaucoup moins de femmes qui font l'ingénierie. Ici, chez nous, je suis heureux parce que j'ai une étudiante PhD et une pause et oui, une postdoc, ouais, qui est avec moi maintenant, qui est au moins 2 sur 10, je pense, quelque chose comme ça. Donc, le taux, il est pas du tout parfait, mais c'est vrai, donc il n'est pas hyper facile de trouver les candidats, hommes ou femmes. Donc, des choses comme des Girls' Days, etc. Mais là, je dis toujours qu'il ne faut pas seulement les Girls' Days, mais aussi les Boys' Days, parce que c'est pas du tout évident c'est quoi le monde de recherche, qu'est-ce qu'on fait sur l'université, sur l'école d'ingénierie. Et c'est pourquoi il est important de mener les jeunes dans cette direction. Voilà. Merci Marc-Oliver. Et en même temps, pour apporter une petite précision, puisque Gabriel a présenté Émilie et Akima comme des expertes sur la question de la féminisation des métiers de la cyber, et pour cause, puisqu'en fait, et Émilie et Akima sont toutes les deux membres très actives du CEF6. Et le CEF6, c'est donc le cercle des femmes de la cybersécurité. Et j'en profite aussi pour les remercier, elles et leurs consoeurs, d'être hyper actives sur le terrain auprès des scolaires pour vraiment porter cette parole effectivement de leur expérience en tant que femmes travaillant dans la cybersécurité, pour justement renforcer un petit peu ce rôle de représentation et d'identification. Et c'est aussi à travers un petit peu ce live de ce soir que nous voulions un petit peu les mettre en avant, pour que quand on se connecte, on voit effectivement qu'il y a 2 femmes et 2 hommes, et que c'est un peu ça le visage quand même de ce que devrait être normalement le monde du numérique et le monde de la cybersécurité en particulier. Voilà. Gabriel, je te laisse. On a juste encore 3 questions qui n'ont pas été résolues et qu'on va poser un petit peu à nos participants. Je remercie ceux de nos contributeurs qui ont déjà répondu en ligne directement à ceux qui les avaient posés. Voilà, à toi Gabriel pour la suite des questions. Oui, justement, quand même, avant de poser la question, je sais que le temps file, mais peut-être entendre Akima et Émilie sur le sujet, si elles ont quelque chose à dire, bien sûr, parce que la question On est donne tout la le monde. parole aux femmes. Ouais. Voilà. Comment ça? Ouais, parce qu'on demande l'égalité, mais on reste sensible à la galanterie quand même. Voilà. L'un n'exclut pas l'autre. Si je peux me permettre, Émilie, de commencer, effectivement, je pense que Marc-Olivier et Didier ont résumé un peu la situation et la nécessité d'avoir des femmes dans la cybersécurité. Je rajouterais qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas à l'objectif de l'égalité entre les deux. On est à peu près 10% de femmes dans la cybersécurité. Et pour les postes, les postes de direction de RSSI, on n'atteint même pas les 5%. Donc, on est encore très loin de notre objectif ou de notre représentativité aujourd'hui, pour plein de raisons. Peut-être parce que on essaye, depuis leur jeune âge, on dit aux filles que ces métiers ne sont pas pour vous et tout. Et excuse-moi Didier, si je peux te contredire, mais faire du pentesting. J'ai fait un constat, j'ai pas dit que c'est ce que je pensais, parce que moi je suis pour et je ne veux pas, mais effectivement c'est lié à une éducation qui remonte, et que les filles vont certains métiers, les garçons vont vers d'autres métiers, et le problème aujourd'hui, s'il y a une pénurie de ressources, on est encore victime de ça. Il faut complètement déconstruire les mentalités. Il faut, et dès le jeune âge, pour moi, déjà, ça peut commencer à la maternelle, expliquer qu'il n'y a pas un métier, il n'y a pas joué pour les filles, pour les garçons. Et puis après, il n'y a pas de métier, il n'y a pas d'études pour les filles, d'études pour les garçons. Il n'y a pas de métier pour les filles et des métiers pour les garçons. Et aujourd'hui, on a quand même une grande pénurie, un grand manque dans les ressources de la cybersécurité. Et là, on se prive de la moitié de nos ressources, et on se prive des 50% qui sont les femmes. Oui, je suis parfaitement en phase avec ce que dit Akima, forcément. On est assez alignés. En fait, ce qui est intéressant sur ces sujets, c'est aussi de regarder les études qui ont été faites auprès
des étudiantes et puis auprès de leurs familles, parce que les familles, effectivement, jouent un rôle important. Donc récemment, il y a une étude pas mal qui a été faite par l'Ipsos, qui, je crois, a été leadée par l'Epitech, et qui apporte quelques réponses intéressantes sur la perception qu'ont les jeunes femmes en fait, de la cybersécurité. Et notamment le fait, et ça, moi je le vois un peu moins en tant que start-up, parce que j'ai à côté de moi des entrepreneurs qui sont passionnés, voilà. Mais je dirais que la quête de sens et le fait effectivement d'avoir vraiment une approche holistique de la cybersécurité. Évidemment, il y a le volet technique, mais il y a une dimension géopolitique, il y a une dimension humaine. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est, je dirais, plébiscité par les jeunes femmes et qu'elles ont du mal un peu à percevoir dans la façon, on parle de biais souvent, dans la façon dont les métiers ou les formations sont représentées. Donc le CEF6 d'ailleurs a sorti un bouquin assez intéressant que du coup je vais vous envoyer, Didier, qui s'appelle « Je ne porte pas un sweat à capuche mais je bosse dans la cyber », et qui effectivement propose un certain nombre de recommandations à travers notamment les rôles modèles, que justement des jeunes femmes puissent se sentir bien dans cette profession. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Alors moi, il se trouve que j'ai une stagiaire, une lycéenne, qui voulait devenir pentesteuse. J'ai pris avec moi là pendant 15 jours. Voilà, donc en fait, il y en a. Simplement, je pense que ce qui est important, c'est qu'on leur fasse une place, en fait. Parce que ce qui est absolument aberrant, pour le coup, dans la cyber, c'est que les femmes représentant la moitié de l'humanité, c'est quand même assez cohérent que les solutions aussi soient développées par elles, puisqu'elles sont elles-mêmes utilisatrices. Voilà. Et ce que je dis là, ça vaut aussi pour le handicap, d'ailleurs. Pas simplement pour les femmes. Gabrielle, je te propose de prendre le relais. Le temps court, nous avons déjà largement débordé, mais on va quand même traiter très vite fait les 3 questions restantes. Et ceux qui vont répondre, je vous propose des réponses concises, synthétiques, mais au moins pour pouvoir donner un retour à ceux qui les ont posées. Merci beaucoup. Tout à fait. Bon, voilà, je laisse Emma poser la première question. Alors, la première question, c'est Kim qui l'a posée. Vous avez mentionné que les failles et les points faibles sont le plus souvent humains. Comment éduquer les salariés à ces problématiques? Alors, qui veut la prendre? La sensibilisation, en fait. Et on sensibilise. Et tout le temps et de façon continue. On fait des jeux, on fait des tests, on fait des formations, des e-learning. En fait, la sensibilisation aujourd'hui fait partie, si on veut parler de la conformité, par exemple, si on fait que la conformité à la 27001, à la norme de cybersécurité, la sensibilisation est un axe important. Sur la LPM, la sensibilisation est un axe important. Donc voilà, aujourd'hui, on sensibilise. Et peut-être pour ajouter, ce qui est important, c'est la motivation intrinsèque. Et pour ça, il faut vraiment motiver les gens que la cybersécurité, c'est quelque chose qui me concerne. Parce que si c'est quelque chose d'abstrait, c'est toujours un peu difficile. C'est clair, d'être concerné, exact. Merci beaucoup pour ces 2 réponses. La deuxième question de Kim, je pense qu'elle s'adressait plutôt à Émilie, c'est sur la biométrie. Même si ça apporte plus de sécurité, est-ce que certaines personnes ne sont pas réticentes à partager ces informations parce qu'elles sont bien plus personnelles, voilà, c'est notre corps, qu'un mot de passe qui se change? Si, c'est une réalité, et c'est pour ça aussi que c'est important de faire de la sensibilisation et de la pédagogie. En France, il y a quand même des organismes qui informent la population. Alors, je sais que spontanément, on ne va pas forcément sur le site de la CNIL ou de l'ANSSI, qu'on a cité tout à l'heure, de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Mais pour le coup, il faut savoir que c'est extrêmement réglementé.
en fonction des cas d'usage. Voilà, oui, effectivement, il existe des risques, il peut y avoir des réticences, mais là c'est pareil, il faut à chaque fois sensibiliser, expliquer où est-ce qu'est stockée la donnée, est-ce qu'elle est stockée sur le device, est-ce qu'au contraire il y a un stockage distant, voilà, dans un cas ou dans l'autre, c'est pas la même réglementation qui s'applique. Et vraiment, la CNIL est extrêmement stricte sur ces cas d'usage. C'est-à-dire qu'en gros, ça doit vraiment être réservé à un contexte particulier et qu'on doit vraiment démontrer en utilisant la biométrie qu'il n'y avait pas quelque part d'autres moyens existants de mieux sécuriser l'application ou le système d'information. Donc oui, je suis d'accord. Je pense qu'il faut, voilà, là aussi, il y a beaucoup de pédagogie à faire pour démystifier un peu les... Ouais. C'est vrai qu'il y a une certaine méfiance face à l'utilisation des données. Oui. Ouais. Et la toute dernière question donc, de Charlotte, une question. Dans le domaine de la sécurité, c'est vrai qu'il faut toujours se tenir à jour, donc disposer d'informations et de compétences qui sont à jour avec ce qui se fait. Et la question est, quels sont les canaux d'information que vous utilisez pour vous informer sur les tendances et les actualités en cyber? Ouais. Moi, j'utilise, après, ça sera pas forcément. Peut-être que les autres pourront compléter. On peut faire un petit tour, mais très rapide, c'est la dernière question. Moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle No Limit Sécu, qu'on connaît bien dans la cyber, et qui a, sur des thématiques très différentes, super intéressantes. L'usine digitale, qui a un vertical cybersécurité aussi avec des articles vraiment de bonne qualité. Je pense au MagIT aussi, où il y a quelques sujets régulièrement traités. Et sur LinkedIn, moi vraiment, je vous invite, Charlotte, je ne sais pas si vous êtes étudiante ou professionnelle ou déjà active, mais c'est vrai que sur LinkedIn, il y a vraiment, aujourd'hui, c'est quand même une mine d'informations, il y a beaucoup de publications, et donc il faut essayer d'aller identifier des gens qui communiquent sur des choses intéressantes avec du contenu. L'ANSSI, super source d'information, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la CNIL aussi. Voilà. Est-ce que les autres voulaient compléter, peut-être Didier, d'autres sources? Ça, il y a le côté je m'informe personnellement avec tous les canaux qui ont été cités. Je sais qu'il y a un magazine aussi, je trouve pas mal, c'est Cyber Run. Ouais. Il y a un magazine qui est pas mal aussi. Et après, il y a aussi des organismes plus officiels, qu'on appelle les CERT. Donc, c'est pour faire le threat intelligence, donc qui étudient. Donc, il y en a un au niveau de l'ANSSI, il y en a dans les compagnies. Et du coup, les éditeurs, souvent, parce que dans leurs produits, il faut qu'ils mettent cette intelligence, et ça. Donc, eux-mêmes, que ce soit les IBM, les Clarity, plein, ont leur propre CERT, donc ces centres d'études qui font de la recherche sur les vulnérabilités, qui publient des infos. Donc, le biais aussi des éditeurs de solutions publient des choses, ça peut être aussi une source. Enfin, nous, sur le monde industriel, on l'utilise pas mal parce qu'il y a tous ces produits et on a besoin de savoir ce qu'ils découvrent. Mais... D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que Marc-Olivier ou Akima voulaient compléter peut-être d'autres sources? Oui, je voudrais juste ajouter en plus de tout ça, par exemple, le CEF6, notre association. Oui, bien sûr. C'est une mine d'informations et de veille concernant la cybersécurité. C'est un grand réseau qui va faire le lien entre les débutants et les experts. Et donc, on a des masterclass, une fois par quinzaine, on a une masterclass où on identifie un thème de la cybersécurité et on l'explique comme on le fait aujourd'hui sur une masterclass. On a des canaux d'échange sur la partie veille, sur la partie formation. On peut appeler, moi je peux appeler Émilie, peut lui dire ah ben, j'ai un problème d'accès, d'authentification, Émilie, qu'est-ce que tu me proposes dans les solutions et tout ça. Vraiment, ça aussi, les associations sont, et entre autres le CEF6, est aussi une mine d'informations et un réseau aussi qui apporte beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Et c'est bien de le rappeler. Et Marc-Olivier, pour finir, est-ce que vous avez
Oui, je trouve toutes les réponses super parce que pour moi, il y a deux sources. Il y a des choses qui sont comme les CVE, le MITRE, l'ANSSI, etc., qui sont officielles avec plus de background, etc. Mais elles sont parfois pas les plus vite parce que ça prend du temps de créer ça et de aussi pas publier des choses qui ne sont pas encore sûres qu'elles se sont passées, etc. Et il y a les canaux comme Twitter, LinkedIn, Facebook, où on a des infos plus vite, mais pas avec la profondeur. Et dans le monde de recherche, naturellement aussi, il y a des papiers sur des zero days, on a des pour le miel, on a des DAC, scope, des périscopes, des IP ranges qui ne sont pas utilisés pour regarder des choses. Si on est dans le monde de la science, on a aussi des amis qui font de la recherche dedans avec monitoring de l'Internet, etc. Et ça, c'est aussi une forte source d'informations, naturellement, comme Akima a juste dit qu'elle échange avec MNI. J'échange aussi avec mes amis qui sont des professeurs aux écoles sur des sujets. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Vas-y, Martine. C'est comme tu veux, Gabriel. C'était juste pour vous remercier vraiment toutes et tous là, pour votre participation. Alors, on a vu que le sujet est super intéressant. La preuve, on a largement débordé le format prévu. Donc, on remercie ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout. Donc, s'ils sont restés, c'est qu'effectivement, le sujet, en tout cas, a dû les intéresser. Je voulais juste, en plus, simplement vous rappeler que les lives, ça continue. Hein, donc, vous voyez derrière moi, le prochain, ce sera le 25 août, donc ça va se jouer. On vous a mis également dans le chat, pour ceux qui le souhaitaient, déjà le lien d'inscription, parce que vous pouvez, parce qu'on va tous partir en vacances, mais si vous ne voulez pas oublier, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au prochain live dont la thématique sera les relations entre l'industrie et la recherche, grand sujet également aussi. Voilà, donc tout est calé déjà pour le mois d'août. Et puis, écoutez, on reste en tout cas, nous, mobilisés avec nos étudiants. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans le sujet, eh bien, vous pouvez, à travers effectivement Gabriel et Emma, et aussi les différents réseaux sociaux qui sont aussi disponibles pour notre groupe, eh bien, poser vos questions et nous, on les transmettra aux participants qui, ce soir, nous ont fait le plaisir de nous accompagner sur cette thématique. Voilà, Gabriel, Emma, si vous avez un dernier mot, et on pourra ensuite libérer nos intervenants et nos viewers. Emma, je t'en prie. Je veux juste remercier tout le monde pour le live. Et c'était très intéressant d'échanger avec vous. Ouais, puis, moi aussi, je vais me joindre à Emma. Merci pour la qualité des réponses. C'est le domaine dans lequel j'étudie, où j'aimerais bien travailler plus tard. Donc, ça me touche aussi particulièrement. Et voilà, j'espère que on se reverra peut-être plus tard. Et merci à tous ceux qui nous ont regardés aussi. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Au revoir. Et bravo. Bel été à tout le monde également. Merci. Au revoir à tous.